Résilience, 22 minutes pour analyser l'actualité locale par le prisme des formations politiques. Un rendez-vous qui réunit les représentants des partis dans la Loire pour dépasser les frontières idéologiques, mettre en exergue les convergences et poser un regard critique sur l'actualité. Un rendez-vous animé chaque semaine par Jean-Marc Chazot. Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous du débat politique dans la Loire, c'est Résilience, avec la question du jour, le revenu universel, un vœu de l'opposition municipale porté par Jean Duverger qui est avec nous ce soir, qui proposait d'aller plus en avant sur ce sujet. Assistance ou assistanat, le revenu universel peut-il se substituer à toute autre forme d'aide? Et pour débattre aujourd'hui, j'accueille Isabelle Dumestre. Vous êtes représentante du Parti socialiste. Bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour, merci. Lionel Boucher, président départemental de l'UDI. Bonjour Lionel. Bonjour. Robert Carulac, secrétaire départemental Les Républicains. Bonjour Robert. Bonjour. Et puis enfin, Jean Duverger, conseiller municipal et métropolitain de Saint-Étienne, responsable départemental de Génération Écologie. Bonjour Jean. Bonjour. Bon, on va donner la parole, galanterie, bien sûr, à Isabelle. Alors, votre réaction sur ce sujet? C'est un sujet qui est effectivement au cœur de l'actualité, y compris nationale. On l'a vu récemment, il y a eu une enquête de l'IFOP qui est parue le 28 janvier, qui montre qu'effectivement, face à la crise que nous traversons, cette crise un petit peu inédite, complètement inédite, la question du revenu universel revient pour les Français comme une solution vraiment plébiscitée. D'ailleurs, elle arrive en tête des solutions proposées par les Français pour faire face à cette crise. Et même un tiers des Français, près d'un tiers, 31%, la place dans le trio de tête des solutions qui permettraient de véritablement faire face à cette crise. Donc, c'est une idée qui avait été portée depuis longtemps par bien des courants politiques différents parce qu'elle a maintes formes, cette proposition de revenu universel. Celle qui a été remise au goût du jour et bien mise en avant sur la scène politique française à la dernière présidentielle par Benoît Hamon, elle a, je pense, effectivement toutes les caractéristiques qui permettraient aujourd'hui de répondre véritablement aux besoins qui sont faits jour avec la crise. Donc, les caractéristiques, c'est l'inconditionnalité. Et là, effectivement, c'est ce qui fait dire à certains que ça serait de l'assistanat. L'inconditionnalité, c'est qu'on ne met pas de conditions en face. On part du principe qu'effectivement, la pauvreté, ce n'est pas une faute dont on doit vous punir ou un motif de suspicion, mais c'est bien un malheur dans lequel chacun d'entre nous peut tomber et qui mérite du coup une solidarité inconditionnelle. C'est aussi l'idée d'une caractéristique importante, l'universalité. On entend beaucoup le président de la République qui parle effectivement d'une situation de guerre et qu'il faut préparer l'après-guerre. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'après-guerre de la Seconde Guerre mondiale? La création de la sécurité sociale. Aujourd'hui, passer un nouveau contrat social avec le pays, ça passerait par ce revenu universel qui permettrait effectivement, sans condition de ressources, sans condition de situation familiale, de répondre à la nécessaire redistribution des richesses. Et puis aussi la condition importante d'automaticité qui fait qu'on n'aurait pas besoin de perdre du temps et des moyens en tout un système qui nécessite d'aller chercher et de demander des aides et qui permettrait effectivement de sortir de la stigmatisation qui accompagne souvent les aides sociales qu'on propose à nos concitoyens. Donc effectivement, ce revenu universel, c'est une vraie réponse pour tout un tas de raisons et aussi pour une raison économique parce qu'aujourd'hui, on a un plan de relance massif, des milliards et des milliards qui sont distribués, mais qui passe à côté d'une chose importante pour l'économie française, c'est la notion de consommation. Comment on soutient la consommation aujourd'hui dans la crise? Et pour le coup, un revenu universel, ça serait effectivement une réponse massive, d'autant plus qu'elle commencerait par être mise en place au niveau des moins de 25 ans, qui peinent véritablement dans la situation et qui sont exclus de tous les dispositifs existants. Par exemple, ils n'ont pas le droit au RSA. Donc, effectivement, on commencerait par remettre le pied à l'étrier de nos jeunes. Et je pense qu'effectivement, là aussi, on répondrait à une vraie question. Merci beaucoup. Jean, c'est vous qui avez porté donc ce vœu. On vous écoute sur la question. Alors, le revenu universel, il s'impose. C'est vrai qu'Hamon l'a porté en 2017, mais il vient de très loin. Il vient à partir du moment où il y a eu des progrès dans la productivité et que les bénéfices de cette productivité n'ont pas été répartis comme il aurait fallu qu'ils le soient. Les ludites en Grande-Bretagne ou aussi bien que les artisans en Suisse s'en étaient rendus compte. C'est-à-dire que la machine, quand elle est apparue, Alfred Sauvy, L'homme et la machine, elle prive les gens d'emploi, entre guillemets, de travail salarié.
Et la privation de cet emploi se répercute sur la façon dont on partage le revenu de la production. Et vous avez des livres qui sont sortis en 96, notamment un livre qui est fait référence, c'est Jeremy Rifkin, La fin du travail. Or, quand on est dans la fin du travail, il faut se répartir le travail qui existe. Et même en répartissant le travail qui existe, on ne peut pas laisser dire que les gens qui ne travaillent pas doivent traverser la rue pour trouver un travail. Ils peuvent traverser la rue plusieurs fois sans trouver nécessairement et sûrement du travail. On n'est pas pauvre parce qu'on le choisit, on est pauvre parce qu'on n'a pas d'autres alternatives. Alors, le revenu universel a cela d'excellent et il y a 5 raisons principales pour le développer. C'est d'abord une façon de lutter contre l'extrême pauvreté. ATD Quart Monde a beaucoup milité pour qu'on mette en place le RMI, puis après le RSA, toutes choses qui permettent à des gens de sortir de l'extrême précarité et de casser le mur du lendemain, c'est-à-dire de ne plus se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on va manger demain. Quand on est dans cette extrémité, et ça a été traité par Marx, qui parlait de lumpenprolétariat, excusez-moi, mais c'était une façon de faire en sorte que les masses ne bougent pas, parce qu'elles n'ont pas les moyens d'aller plus loin ou de se révolter. Et quand on regarde bien la façon dont on peut agir sur ce moyen, eh bien, on se dit qu'on va libérer des initiatives. Libérer des initiatives. Vous savez que le RSA, régulièrement, et c'est quelque chose qui est acté, à l'Assemblée nationale, on ne vote pas tous les crédits qui seraient nécessaires pour couvrir le besoin du RSA. Parce qu'il y a plus d'un tiers, presque la moitié parfois, des bénéficiaires potentiels qui ne font pas les démarches pour le demander. Et je reprends une idée qu'a mis en avant Isabelle, incessible, c'est-à-dire que c'est en lien avec la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen qui prévoyait que chaque femme a nécessairement droit à un travail rémunérateur. Donc le travail n'existant plus, c'est ce qui fait réfléchir sur des territoires aux espaces zéro chômeur, eh bien, il faut trouver quelque chose qui permette de la dignité. Incessible, pourquoi c'est important? Parce qu'actuellement, quand vous touchez le RSA, vous en touchez à peu près, il est à 600 € par mois, et si vous êtes deux, ce n'est pas 600 plus 600, 1200. On vient vérifier si vous avez 2 brosses à dents dans votre salle d'eau dans le même verre, et si c'est le cas, le RSA couple n'est pas l'équivalent de 2 RSA. Je veux dire par là, il y a une stigmatisation qui apparaît et il faut aussi voir que ce revenu universel incessible peut être pour des gens qui dépendent de quelqu'un, quelque chose d'essentiel. Samuelson disait un truc intéressant. Il disait, chaque fois que j'épouse ma femme de ménage, je fais baisser le PIB du pays, quoi. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en mettant en place un revenu universel d'existence, on réhabilite la personne et on lui donne les moyens de sa dignité. Alors, bien sûr, l'objection, c'est on va aider à l'assistanat. Non, il y a déjà eu des expériences, aussi bien au Canada qu'au Zimbabwe. Alors, on a 3% de personnes qui, effectivement, avec ce qu'on leur donnera, vont boire des canons, comme on dit à Saint-Étienne. Et puis, l'essentiel des autres vont pouvoir prendre appui sur cette ressource pour aller au-delà et bâtir un projet. Parce que pour bâtir un projet, comme je l'ai dit tout au début de mon intervention, il faut avoir un minimum de sécurité. Enfin, la grosse objection qui est donnée, et je vous vois venir, mais comment on finance ça? Alors, comment finançons ça? On le finance avec une taxation qui me chatouille depuis un moment, c'est celle sur les transactions haute fréquence, ou tout ce qui a trait à ce qui fait que pendant une crise comme celle que l'on vit, une crise sanitaire aiguë, eh bien, les plus riches deviennent de plus en plus riches parce qu'ils ont réussi à s'abstraire de la nécessité de faire travailler les gens. Et les transactions haute fréquence, c'est 300 000 transactions à la seconde, c'est documenté, vous irez voir, et à chaque fois, vous gagnez de l'argent. Et actuellement, il y a une énorme bulle qui fait justement penser que peut-être la dette, vous savez, on parle de la dette qui est née justement de cette crise, eh bien, pourrait ne pas être remboursée. Pourquoi? Parce qu'on crée de la richesse sans le travail. Et là, je voudrais insister, en créant un lien entre le travail, l'oisiveté et la pauvreté, c'est super intéressant. Par contre, ça ne fonctionne plus qu'actuellement, on a besoin de moins en moins d'heures ouvrées pour assurer une production. Et la production, le problème, c'est qu'il faut la réaliser, la vendre. Et actuellement,
il y a quelque chose qui devrait vous interpeller, qui m'interpelle personnellement, c'est le fait, et je m'en arrêterai là, que lorsque l'on aide quantity easing au niveau de la Banque européenne et que l'on balance des milliards par mois, 600 milliards, eh bien, incroyable, l'inflation ne repart pas. Pourquoi? Parce que c'est une façon artificielle de maintenir une demande qui, sans ça, serait totalement atone. Il y a une vraie réflexion à entreprendre sur le monde de demain, et je trouve que de partir du revenu universel, en redisant que cette idée, elle date de très longtemps. Thomas More, Thomas Paine, aussi le père des États-Unis, de la Constitution, en avait déjà parlé. C'est redonner de la dignité à tout le monde et surtout se reposer la question de qu'est-ce qu'on met pour faire fonctionner la société à part l'usage de la cupidité. Or, avec le défi climatique, ça fait la liaison avec ce que je vais dire tout à l'heure, il est urgent de réfléchir à qu'est-ce qu'on met comme indicateur qui soit autrement pertinent que le PIB. Le PIB mesure à peu près tout, sauf ce qui rend une vie digne d'être vécue. Alors, vous allez me dire de qui c'est. Je vais vous épater. Bon, il n'y a pas longtemps que je le sais, hein, c'est de Robert Kennedy. Le PIB mesure à peu près tout, sauf ce qui rend une vie digne d'être vécue. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean. Robert Carulac, votre avis sur la question? Oui, je crois que nous n'échapperons pas à une approche renouvelée de la question sociale en France, hein, tout simplement parce que, contrairement à ce qui s'est passé pendant ce qu'on nomme les 30 glorieuses, les Français ne retrouvent plus dans leur porte-monnaie les bénéfices de la croissance, les bénéfices du développement économique. Et c'est vrai qu'une nouvelle économie, principalement fondée sur des opérations financières, a vu le jour et que malheureusement aujourd'hui, elle profite à très peu de monde. Donc il faut reprendre tout cela en main, si je puis dire, d'autant plus que notre démocratie, notre République française, représente des modèles dans le monde entier, hein, parce que justement, nous portons un projet de justice sociale et parce que nous sommes sans doute le pays qui protège le plus ses concitoyens. Donc, je pense que sur ce sujet, il faut sortir des idées reçues. Dans ma famille politique, on aime bien dire renverser la table. Et il faut aussi se souvenir de qui nous sommes et partir d'un certain nombre de vérités historiques, hein. On a parlé de la sécurité sociale. Je rappelle que c'est l'ordonnance de 1945 qui a institué la sécurité sociale et qui est l'œuvre du général de Gaulle. Je rappellerai, c'est moins connu, que le SMIC a été mis en place en 1950 par un président du Conseil dénommé Georges Bidault, qui était membre du mouvement républicain populaire, démocrate chrétien, de centre droit, député de la Loire, qui plus est de 1945 à 1962, et président du Conseil provisoire à cette période un peu troublée, comme souvent ça a été le cas sur le plan politique de la 4e République. Il faut savoir d'ailleurs que lors du vote du SMIC, de l'institution du SMIC, les communistes et les socialistes ont voté contre. Enfin, c'est Nicolas Sarkozy qui a créé le RSA en 2007 en s'appuyant sur Martin Hirsch. Et pour faire plaisir à M. Duverger, le Monde titrait à l'époque « M. Sarkozy taxe les capitaux pour financer le RSA ». Et puis, alors je rappelle quand même que l'idée de revenu universel vient quand même d'un prix Nobel d'économie qui était réputé ultralibéral, Milton Friedman, qui a inventé dans les années 60 le concept d'impôt négatif, qui me semble extrêmement intéressant et d'ailleurs qui a été plus ou moins mis en application aujourd'hui, puisque c'est un concept qui consiste à définir un salaire moyen qui permet d'échapper à la pauvreté, et toute personne qui ne perçoit pas ce salaire moyen le voit complété par une allocation d'État. Et c'est justement donc ce concept-là qui a permis la naissance de celui de revenu minimum universel. Alors, à titre personnel, et nous sommes un certain nombre dans ma famille politique à porter cette idée-là, nous sommes favorables à l'institution d'un revenu vital, d'un revenu minimum universel, bon, peu importe comment on le baptise, mais à certaines conditions malgré tout. Donc, nous travaillons notamment avec Aurélien Pradier, qui est vice-président des Républicains, à la définition d'un montant de ce que pourrait être ce revenu vital.
Donc, on est plutôt sur la piste de 40% du revenu médian. Il faut savoir qu'en France, le revenu médian s'élève à 1 789 € mensuels et que là, donc, si on retient le principe des 40%, cela correspond à une somme de 716 € mensuels, 715,60 très exactement. Il faut donc revoir aussi en conséquence l'échelle des salaires et des revenus, en développant notamment la participation, qui à l'origine est une idée d'un libertaire français célèbre, hein, c'est Proudhon qui avait pensé à cette notion de participation, mais ça a été repris par le général de Gaulle, vous le savez, qui d'ailleurs a perdu le référendum en 1969, en partie sur cette question-là, mais il y avait un vrai projet social derrière qui répondait d'ailleurs aux événements de mai 68 et qui permettait à la fois de continuer à développer l'économie, mais de mieux répartir les fruits de ce développement. Et puis, je pense qu'il faut revoir l'échelle des salaires aussi, parce que le travail doit continuer à payer. Bien sûr, le travail doit continuer à payer. Il faut peut-être voir comment aussi on pourrait récompenser le mérite, associer les salariés aux résultats des entreprises. Et il y a parfois des résultats immatériels, récompenser la créativité, récompenser l'innovation. Et ce sont des pistes intéressantes sur lesquelles il nous faut réfléchir et faire des propositions. Alors, exiger en contrepartie, non pas un travail obligatoire, hein, mais je pense la participation à des activités valorisantes, hein, qui travaillent au renforcement du lien social. Hein. Bon, les étudiants, par définition, n'ont pas besoin de cela, ne sont pas soumis à cela, puisque par définition, ils travaillent, ils font leurs études. Hein. Donc, ils donnent déjà cette contrepartie, mais on peut inciter les bénéficiaires de ce revenu à participer à des activités associatives, culturelles, sportives, sociales, activités d'éducation, éventuellement aussi. Et puis, cela doit correspondre à un temps de l'air limité et surtout à une activité temporaire, parce qu'on ne peut pas enfermer non plus les personnes dans ce type de travail qui relève plus aujourd'hui du bénévolat, mais c'est aussi une reconnaissance, hein, de l'authenticité du travail, de ce type de travail, et c'est une manière de préparer un retour à l'emploi. Enfin, je pense qu'il faut faciliter l'accès à l'emploi. C'est très compliqué aujourd'hui, notamment pour les jeunes, hein, le marché du travail. Donc, il faut travailler un certain nombre de simplifications qui permettent à la fois du côté des entreprises des créations d'emplois et du côté de ceux qui recherchent un emploi, eh bien, un accès facilité à celui-ci. Et cela, ça s'apprend aussi, hein, c'est le rôle de l'éducation nationale aussi, d'aider les jeunes à se repérer dans le marché du travail et à trouver des filières et des moyens d'accéder à des emplois. Enfin, nous sommes tout à fait pour l'assistance. Il faut bien se mettre d'accord là-dessus. On se doit, c'est un devoir citoyen, mais c'est un devoir d'être humain, c'est un devoir moral d'aider ceux qui rencontrent des difficultés. Mais nous sommes contre l'assistanat lorsque l'assistance devient un système, c'est-à-dire lorsqu'on enferme les gens dans l'assistance. Donc, il faut tout faire pour que les individus puissent retrouver une autonomie, puissent s'émanciper, puissent construire leur existence, puissent participer à la vie sociale et travailler dans des conditions les plus courantes, j'allais dire les plus normales possibles. Donc, ce qui était beau dans l'appellation RSA, c'était justement ce terme d'autonomie. Il faut qu'on reste libre de soi-même et qu'on puisse continuer à construire son existence. Donc, je crois qu'il y a une dimension humaniste là-dedans qui est incontestable. Hein, notre nation s'est construite, hein, sur la lutte contre les inégalités et les injustices. Et à droite, au centre droit, enfin toute cette famille républicaine, gaulliste, centriste, libérale, moi je suis un libéral mais modéré, hein, je suis plutôt gaulliste aujourd'hui, un peu plus gaulliste que quand j'étais plus jeune, eh bien, on devrait trouver des moyens, il y en a qui ont été évoqués d'ailleurs, hein, par les intervenants précédents, donc des moyens de financer ce revenu vital. Et nous pensons que pour cela, il faut nous diriger vers une simplification à la fois de notre système d'aide sociale et de notre système d'accès à ces aides. Parce que c'est parfois le système d'accès, ce n'est pas l'aide en elle-même qui est stigmatisante, hein, puisqu'on a évoqué ce sujet-là, mais c'est parfois l'accès aux aides qui est stigmatisant parce que c'est un véritable
parcours du combattant. Merci beaucoup, Robert. On termine avec vous, Lionel Boucher. Votre avis sur la question? Écoutez, Jean-Marc, déjà, Résilience, une nouvelle fois, réunit ce qui est éparse, puisqu'il semble que nous soyons tous d'accord sur le sujet. Nous sommes très favorables à ce revenu, on allait dire, de subsistance, parce qu'elle est bien là, la question. Et je retiendrai de Jean Duverger ce propos de dignité. Aujourd'hui, il est inadmissible de voir des étudiants qui peinent. On nous parle beaucoup d'ascenseur social, mais quel ascenseur vous voulez prendre quand vous ne pouvez pas vous loger ou que vous ne pouvez pas vous nourrir avant d'aller en cours? Donc, cette notion, pour moi, elle doit intervenir aux deux bouts de la chaîne, au moins, j'allais dire. Après, il y a effectivement des systèmes, Robert Carolac vient d'en parler, qui accompagnent les gens tout au long de la vie. Et notre système permet effectivement d'avoir quelques accidents de la vie et de pouvoir s'en remettre, pas sur des longues durées, mais en tout cas, on n'est pas comme aux États-Unis, on peut encore remonter la pente. En revanche, il n'est plus supportable de voir des jeunes ne pas pouvoir se nourrir, de voir des jeunes filles se prostituer parce qu'elles ne peuvent pas se nourrir dignement. Ça, je crois qu'aujourd'hui, la France doit prendre ce fait en constat et doit prendre des décisions. Alors, j'entends la problématique des moyens. Je dirais que c'est un peu comme à l'hôpital. Pendant 10 ans, on nous a dit qu'il n'y avait pas d'argent, qu'il fallait fermer des lits et supprimer des emplois. Et aujourd'hui, on trouve des milliards pour faire en sorte de rétablir une situation dans laquelle nous n'aurions pas dû tomber. Donc, je crois que pour une fois, il pourrait être intéressant de rétablir la situation et de donner un peu d'équité dans notre monde. Je crois que le partage des richesses, ça peut aussi être cette vocation d'aider et les primo-accidents, les primo-arrivants à la vie, et puis nos retraités. Comment est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui que des gens qui ont travaillé, ou pas d'ailleurs, que des agriculteurs se retrouvent dans des situations inextricables parce qu'ils n'ont pas le minimum vital pour survivre, subsister? Eh bien, je crois que c'est la dignité de la France, c'est l'honneur de la France que de permettre à chacun de pouvoir vivre et exister pleinement dans notre société. Donc, nous sommes très favorables à ce revenu-là. Je rappelle que Jean-Christophe Lagarde, le président national de l'UDI, a proposé dernièrement que la Banque centrale européenne ne vienne pas uniquement en aide aux banques, mais qu'elle remette 1 300 € par famille et par an, ce qui serait aussi un coup de pouce à l'économie réelle, parce que, vous savez, on entend beaucoup dire que les Français thésaurisent, et quand vous n'avez pas les moyens de vous nourrir, vous n'avez pas les moyens de mettre de l'argent de côté. Donc cet argent, ce serait de l'argent réel et qui profiterait directement à l'économie. Donc oui, il faut un revenu minimum de subsistance, il faut y trouver la forme. Nous trouverons le moyen pour le financer, mais c'est vital et il faut le faire maintenant. Et le plan de relance devrait nous permettre, après cette crise du Covid, de porter ce sujet. Merci beaucoup, Lionel. Deuxième partie de cette émission, vous en avez l'habitude, c'est le sujet d'actualité qui a retenu votre attention cette semaine. On va commencer par vous, Isabelle. Je voulais revenir, moi, sur un débat qui nous a beaucoup animé au dernier Conseil de Saint-Étienne Métropole, alors qui est un sujet local, mais qui n'est pas qu'un sujet local, qui nous dépasse bien évidemment, c'est la question de la gestion de l'eau. Nous sommes dans un département, comme malheureusement beaucoup de départements en France, vient de traverser une 4e année successive de sécheresse. Tout à l'heure, Lionel Boucher évoquait la question des agriculteurs. On a là effectivement une profession qui est extrêmement fragilisée, pas que pour des questions de revenus, mais sur une question de système agricole qui, là aussi, devrait être bâti et qui est particulièrement fragilisé par cette question de l'accès à la ressource. Même dans la Loire, où nous avons un fleuve qui traverse notre département, où nous avons de l'eau de surface, nous avons quand même eu cet été vraiment la vision qu'un certain nombre d'usages de l'eau devenaient vraiment compliqués. En gros, pour être simple, nous ne pouvons plus considérer aujourd'hui dans notre pays que l'accès à l'eau potable est un acquis. On parlait que la France était un pays riche, que nous avions effectivement la chance d'être dans un pays qui avait un certain nombre d'accès aux biens vitaux. Eh bien, on peut se dire qu'avec effectivement le changement climatique et le réchauffement qui ne peut plus être nié, nous allons aller de plus en plus vers un accès problématique à l'eau.
problématique bien évidemment dans les pays subsahariens, ça fait longtemps, mais ça devient aussi dans nos pays qui étaient des pays à climat modéré, ça va devenir une véritable ressource rare. Donc, comment il faut faire aujourd'hui en tant que puissance publique pour prévenir justement les difficultés d'accès à l'eau? On parle d'un bien vital, encore une fois, donc ce n'est pas un petit problème. Comment on fait pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit d'usage? Parce que si on doit choisir entre pouvoir faire couler l'eau dans les robinets de nos salles de bain et de nos cuisines ou permettre l'accès à l'eau à nos agriculteurs, c'est-à-dire à ceux qui nous nourrissent, on va aller vers véritablement des questions plus que problématiques pour notre quotidien. Donc, comment on fait? Nous sommes un certain nombre à avoir plaidé, et Jean Duverger ne dira pas le contraire, au Conseil de métropole pour que la question de la ressource en eau relève complètement de la gestion publique sur une base simple. Alors, il y a eu des débats sur qu'est-ce qui est le plus efficace, qui a le plus accès à des produits de dernière génération, etc. Non, la vraie question, c'est qu'on mobilise l'ensemble de la ressource financière pour faire en sorte que l'accès à l'eau soit autorisé au plus grand nombre et que la préservation de la ressource, c'est-à-dire les économies d'eau, puisse devenir quelque chose de plus largement partagé. Et effectivement, quand vous remettez entre les mains d'un opérateur privé qui vit sur la base de l'actionnariat, vous ne pouvez pas lui demander de plaider pour une baisse de la consommation de la ressource qui le fait vivre. Ça serait contradictoire, c'est comme la gestion des déchets. Vous ne pouvez pas demander à l'opérateur qui gère les déchets de demander à ceux qui en produisent d'en produire moins puisqu'il est rémunéré à la tonne. Donc, nous avons vraiment plaidé pour qu'il y ait une maîtrise de la gestion de l'eau, y compris dans sa partie distribution et pas simplement dans sa partie production. Parce que, encore une fois, alors c'est un mouvement dans lequel on aurait voulu inscrire Saint-Étienne, mais qui se développe de plus en plus de grandes villes et de grandes métropoles dans notre pays repassent à la gestion publique, justement en tournant le dos à des considérations idéologiques qui avaient pu guider les choix dans les années précédentes, pour aller vers un principe simple, c'est que c'est un bien vital, il ne doit pas être considéré comme un bien marchand, donc il doit revenir entre les mains de la puissance publique et à côté de la puissance publique, de l'ensemble des citoyens, parce que si on veut véritablement faire changer les consommations et les usages, il faut associer les citoyens et les alerter et leur faire prendre conscience de la nécessité qu'ils changent leurs habitudes de consommation. Voilà. Isabelle. Jean, votre fait marquant de l'actualité cette semaine, c'est lequel? Donc, le fait marquant pour moi, ça a été le énième, et c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'il soit banalisé, et c'est pour ça que je le dis marquant, le énième rapport sur le réchauffement climatique. Alors, ça va me faire la liaison avec ce que vient de dire très bien Isabelle sur les stress hydriques qui sont actuellement en développement et qui se développent. Juste une petite remarque, nous sommes aujourd'hui, je crois, le 3 février, et il a fait au moins 12 ou 13 degrés. On est parti pour battre aussi des records de chaleur. Alors, le changement climatique, tout le monde en est d'accord, et ça me permet de relier comment on fait pour que Saint-Étienne soit armée, résiliente vis-à-vis de ce défi. Alors, pour la résilience, vous savez, il y a quelqu'un qui en a déjà bien parlé, hein, et c'est la manière que l'on a de réagir à un défi qui est devant nous. Et effectivement, lorsque nous sommes intervenus au Conseil métropolitain, nous avons mis en avant qu'un actionnariat anonyme loin d'un territoire n'a que pour seul sujet important le rendement de son action. Le rendement de son action, ça veut dire qu'on dégage un bénéfice. Et le bénéfice dégagé sera uniquement dégagé à l'aune d'une rentabilité financière. Ça rejoint la première partie que j'avais évoquée tout à l'heure sur le revenu universel d'existence. Il faut absolument qu'on arrête de mesurer les performances uniquement à travers ce prisme. La performance, c'est mettre en place, par exemple, un tarif progressif. Toujours, vous avez, et c'est le biais de la course à l'échalote de la croissance, vous avez des tarifs dégressifs. Si vous m'achetez 5 kilos de lessive, ça coûtera moins cher d'acheter 5 kilos séparés de lessive. C'est-à-dire une prime à la quantité. Vous achetez 5 voitures, je vous fais un prix quand même, vous m'achetez 5 voitures, quand même, c'est important. Et là, il faut renverser la logique. Et je ne crois pas, et je rejoins Isabelle Dumestre sur ce point, entre autres, qu'une entreprise privée soit bien opportune pour réaliser ça.
Alors, je réhabilite la régie parce que le rapport qu'on nous a donné était un rapport pas à charge et à décharge, c'est un rapport d'instruction à charge sur la régie, alors que des maires, je ne me rappelle plus de quel parti ça. Le maire de Nice, il est dans quel parti? Enfin, il faudra que vous me rappeliez, M. Carulac ou M. Lionel Boucher, dans quel parti il est, mais il a créé une régie, et une régie qui est une régie d'excellence. Et lorsque Isabelle a évoqué la possibilité qui avait été mise dans le rapport que les coûts des traitements seraient 20% plus chers, imaginez, pour une régie toute petite, isolée dans son coin par rapport à la puissance d'achat de Suez, qui d'ailleurs ne sera plus bientôt Suez parce que la concurrence est en train de se développer dans ce secteur. Je crois bien que Veolia est en train de racheter Suez. Eh bien, il y a quelque chose qui s'appelle France Eau Publique, qui est un rassemblement de toutes les régies qui met en synergie leur puissance d'achat, leur puissance de recherche et leur technicité. Juste une chose, Nice, ça a été quelque chose de terrible. Vous avez tous en tête les images qui sont celles de la vallée de la Roya après un cataclysme dû justement au réchauffement climatique et à ces changements. C'est-à-dire une pluie torrentielle dans une vallée et ça a tout emporté. Et les canalisations d'eau, eh bien incroyable. Une régie, hein, vous savez, un truc qui n'est pas fait pour faire de l'argent, mais pour économiser de l'eau, pour mettre en place des réserves foncières, parce que moins on a à traiter l'eau, plus elle est de bonne qualité, moins on a de possibilités pour une société privée de faire de l'argent sur les traitements. Moi, je suis allé plusieurs fois à Polytech, c'était à Lyon, et je me suis rendu compte que la pollution, c'était un truc rudement rentable. Or, une régie, elle va essayer d'économiser en amont, c'est-à-dire de faire de la prévention, de développer un plan d'alimentation territoriale, on en a parlé d'ailleurs au Conseil, de façon à ce que ces zones de captage permettent une eau très pure et du coup, on n'a même plus à acheter ou beaucoup moins de produits de traitement. Vous voyez, on est dans une autre logique. Moi, j'aimais bien la régie parce que c'est la préconfiguration du monde d'après qui essaye de prendre d'autres indicateurs que celui de l'argent pour montrer de l'efficacité. Je reviens à ce que j'avais évoqué sur la vallée de la Roya. Les hélicoptères qui, avec d'énormes bâches, sont allés alimenter les villages isolés ont été mobilisés par la régie. La régie a remis l'eau à une vitesse incroyable et avec une solidarité, parce que c'est les montagnes qui alimentent en eau tout le littoral. Et ça n'a pas échappé au maire, donc je le dis, Christian Estrosi, je crois bien que c'est comme ça qu'il s'appelle, et qui a mis en place cette régie pour justement réguler un aménagement du territoire qui, sans cela, n'aurait pas pu l'être. C'est-à-dire que les solutions cherchées n'ont pas été des solutions qui sanctionnaient une recherche de rentabilité, mais qui sanctionnaient aussi un équilibre du territoire. Or, un actionnariat, j'y reviens, lui, il est anonyme, il est international et l'importance du territoire qui génère son argent est très faible. Voilà ce que je voulais dire, si vous voulez, quand je parlais du changement climatique, pas faire trop long, mais effectivement, tout est dans tout et réciproquement, mais avoir une idée. C'est qu'actuellement, on vit une crise sanitaire dont on peut penser qu'on va s'en sortir avec un vaccin. Et je souhaite à tout le monde de se faire vacciner, les jeunes comme les vieux, hein, monsieur Boucher quand même. Mais par contre, le changement climatique, lui, il a une inertie telle qu'il faut, on n'a plus que 10 ans. La lucarne de tir est très faible et je crois qu'il faut ne pas la rater, sinon on risque d'être mal vu par justement des gens qu'on aura oublié de vacciner déjà et en plus qu'on s'apprête à faire griller. C'est quand même, on aggrave notre cas. Voilà ce que je voulais dire un petit peu en souriant. Merci beaucoup. C'est très sérieux. Merci beaucoup, Jean. Robert Carulac, votre fait marquant de l'actualité cette semaine, c'est lequel? Je ne vais pas revenir sur l'eau parce que c'est un débat très très large. Tout ce que je sais, c'est que au fond, ce dossier a été approché sans a priori idéologique et qu'il a été étudié avec un souci de recherche de qualité, de fiabilité, mais aussi évidemment de respect des ressources naturelles. Bon, le débat a eu lieu. Il est difficile de le prolonger aujourd'hui, nous n'en avons pas le temps. Moi, je voudrais saluer une entreprise qui s'appelle Angel Corp, qui est une start-up stéphanoise, donc dirigée par un Stéphanois, avec une équipe stéphanoise. Donc, le responsable s'appelle Fabien Tolo. Et cette jeune équipe a associé des talents
d'infographistes, de créateurs de bandes dessinées, de créateurs de jeux vidéo. Et ils vont donner naissance à un nouveau produit, jeux vidéo, qui témoigne du dynamisme de notre territoire dans le domaine du numérique. Je rappelle que nous avons le label French Tech, Design Tech, et qui fait que nous sommes bien effectivement une ville créative design, puisque il y a des formations, vous le savez, d'infographie à l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne. Alors, ce n'est pas la seule start-up sur le territoire stéphanois, mais c'est celle dont on parle aujourd'hui parce qu'elle est très innovante et parce qu'elle a réussi à marier des talents divers, aussi bien artistiques qu'économiques, que dans le domaine de l'ingénierie. Et tout cela débouche sur une créativité tout à fait intéressante et porteuse d'avenir pour Saint-Étienne Métropole. Merci beaucoup, Robert. On termine avec vous, Lionel Boucher. Alors, le fait marquant de l'actualité de la semaine qui a retenu votre attention, c'est lequel? Eh bien, écoutez, à l'instar de l'UDI nationale, je voudrais que nous changions le prisme de l'approche de la vaccination et faire en sorte que nous puissions vacciner en priorité les plus jeunes, et notamment les étudiants, afin que nous puissions, dans un délai le plus court possible, recouvrer une vie normale dans les universités, relancer la machine par les plus jeunes. Et ça va demander un peu d'effort aux autres, alors dont nous sommes, mais à nos plus anciens aussi, à nos aînés, faire en sorte qu'ils acceptent que le confinement leur soit un peu plus long, mais qu'il permette à la jeunesse aujourd'hui en France et par le monde de recouvrer une vie normale. Merci beaucoup, Lionel. Avant de se séparer, j'aimerais excuser David Koffer de La République En Marche, remercier Off-Loire qui nous accompagne chaque semaine. Et vous pouvez réagir ou nous envoyer vos questions à résilience42@orange.fr. Merci à tous les quatre. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Résilience. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.